à l'ensemble des questions. Ricardo, Elisabeth, c'est à vous. Merci beaucoup, Rihanna, pour l'introduction. Donc, c'est moi qui vais commencer. Donc, effectivement, moi, je m'appelle Elisabeth Eudes. Je suis actuellement chef de produit chez Pascal, qui est une start-up française leader dans l'informatique quantique. Et donc, j'ai un milieu plutôt technique. J'étais pas dans l'IA au début, mais bon, de formation technique quand même. J'ai travaillé longtemps dans les télécoms et surtout, donc je me suis reconvertie à l'IA il y a 3 ans. J'ai fait un master en sciences des données. Et voilà, j'ai monté une start-up et je suis maintenant, qui s'est arrêtée. Je suis maintenant dans une nouvelle start-up qui s'appelle Pascal. Et donc, effectivement, je suis très impliquée dans les sujets de diversité, notamment dans la tech depuis 2010-2011. J'ai fondé un réseau qui s'appelle Stronger chez Alcatel-Lucent et Nokia. Et donc, je suis maintenant partie de Women in AI, donc Women in Artificial Intelligence, qui est un réseau, une association voilà, externe ouverte à tous et à toutes, qui milite pour avoir davantage de femmes dans l'intelligence artificielle. Et, euh, et du coup, voilà, je vais vous parler un petit peu de ce sujet-là. Avec, pour commencer, 3 chiffres clés sur les femmes et l'IA en 2025. Ça vient d'une étude qui a été faite par Ernst Young, enfin d'un baromètre européen de l'IA et des femmes dans l'IA fait par Ernst Young, enfin publié par Ernst Young en début d'année, en début de cette année. Et donc le premier, c'est le chiffre 7. Et en fait, ce qu'ils ont étudié, en fait, c'est que la différenciation de genre, elle est déjà ancrée dans les mentalités des individus avant l'âge de 7 ans, en fait. Avant l'âge de 7 ans, c'est euh, déjà intégré, les filles ont déjà intégré un certain nombre de biais qui font que progressivement, déjà, elles vont moins s'orienter vers des matières scientifiques. Et puis, et après, à chaque grande étape de la vie, grande étape d'orientation, on en perd à chaque fois un petit pourcentage. Et c'est une des raisons principales qui fait qu'on a relativement peu de femmes dans la science, dans la technologie et dans l'intelligence artificielle en particulier. Le deuxième chiffre, c'est 22. Et c'est qu'à l'échelle mondiale, on a à peu près 22% de femmes dans l'IA, globalement. On est un peu au-dessus. Alors, c'est vraiment dans toutes les équipes, dans les équipes IA de façon générale. On est un petit peu au-dessus en France. Je ne sais plus le chiffre exact, autour de 40%, je crois. Euh, mais donc, c'est l'ensemble des équipes. Et quand on regarde, par exemple, le pourcentage de femmes dans la recherche en IA, on est à 12%. Donc, en fait, on reste quand même dans des pourcentages qui sont très faibles par rapport à ce qu'on devrait avoir pour vraiment pouvoir construire une IA qui sera éthique, enfin, qui sera représentative de la population. Donc, il y a un biais enfin, une pénurie quelque part, enfin un manque de femmes dans la construction de l'IA. Le dernier chiffre, c'est 33, c'est le pourcentage de femmes qui sont utilisatrices de ChatGPT à l'échelle mondiale. Donc, on voit qu'aussi, elles sont moins utilisatrices que les hommes de l'IA. Pour une IA qui est maintenant très développée et qui est en tout cas d'un usage relativement simple sans être du tout spécialiste, sans être codeuse, enfin, être formée à la tech, quoi. Et si on regarde en France, on est à 40% de femmes utilisatrices contre 53% d'hommes utilisateurs d'IA au quotidien, d'IA en général. Donc, on voit qu'aussi dans l'usage, en fait, les femmes utilisent moins, ce qui est aussi un problème en quelque sorte, puisque l'IA se répand maintenant de plus en plus et c'est un outil quand même qui permet d'aller plus vite sur certaines tâches. Donc, en fait, euh, ça peut conduire à un décalage en termes de performance, d'opportunités, etc. par la suite. Et je voulais voilà, juste mettre une petite citation d'un vrai rôle modèle, une femme qui travaille dans l'IA, donc Laurence de Villers, qui est professeure d'intelligence artificielle et d'éthique,
et qui est très reconnue dans le domaine pour son travail notamment sur les robots émotionnels et donc qui elle aussi insiste justement sur le fait qu'il faut former les enfants, notamment les petites filles à l'IA, à la robotique, dès l'école primaire en fait. C'est vraiment voilà, son message il faut démarrer tôt pour commencer à s'imprégner et à apprendre à jouer avec ces nouvelles technologies. Et c'est vrai que, alors je disais que c'est important parce que il y a deux biais principaux qu'on retrouve dans l'IA et qui affectent particulièrement les femmes et les minorités, donc des populations qui sont sous-représentées. Et donc, c'est le biais de représentativité, effectivement. Donc, vous avez probablement entendu parler déjà d'algorithmes qui n'étaient pas adaptés à certaines populations moins représentées. Et on le voit, donc il y a un exemple particulier sur tout ce qui est reconnaissance faciale, par exemple, une étude qui a été faite en 2018 qui montrait que les IA de reconnaissance faciale de Microsoft, d'IBM, à l'époque, étaient très performantes sur les visages d'hommes blancs. Par contre, beaucoup moins quand il s'agissait de visages de femmes et encore moins de visages de femmes en plus de minorités. Donc, par exemple, on était à 99% de détection correcte sur les visages d'hommes blancs et on tombait à 65% pour les visages de femmes de couleur noire, de peau noire. Et du coup, on voit qu'il y a un vrai décalage. Et la raison, c'est simplement que l'intelligence artificielle n'avait pas suffisamment de données qui représentaient ces différentes minorités pour être bien entraînée. Et c'est ce qui fait qu'en sortie de l'algorithme, on n'avait pas du tout les performances qu'il fallait pour ces différents groupes. Et ça peut avoir un impact. Donc là, c'est gênant si on ne peut pas déverrouiller son téléphone 2 fois sur 3. Mais ça a des impacts même encore plus importants. Par exemple, donc une étude qui a été faite aux États-Unis en 2019 sur la santé prédictive, une application de santé prédictive, et qui montrait que pour les populations afro-américaines, justement, il y avait beaucoup moins de recommandations de soins à faire par rapport aux populations de type caucasienne. Et, euh, et simplement parce qu'ils n'avaient pas assez de données pour pouvoir faire de bonnes recommandations. Et donc là, on voit que c'est quelque chose qui peut aussi vraiment avoir un impact enfin, assez important puisqu'on touche à la santé des gens. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important de prendre en compte quand on conçoit une IA. Donc il y a des choses qui peuvent être faites justement pour parer à ça. Maintenant, il y a une prise de conscience quand même sur ces sujets. Et heureusement, il y a des choses qui sont mises en place. Et un autre biais qu'on peut retrouver souvent, c'est ce qui est l'assignation genrée, c'est-à-dire que l'IA finalement va réintégrer des associations genrées. Et par exemple, on a sur les algorithmes de traduction, il y a certaines langues qui sont neutres. Par exemple, a priori en turc, on ne dit pas il n'y a pas de il ou elle. Donc, si dans un texte, on a donc il ou elle est médecin, l'IA va, du coup, si elle doit retraduire dans une langue qui, elle, est genrée, va prendre une décision et la plupart du temps, cette décision est de nouveau genrée. Donc, ce sera il est médecin, elle est infirmière, et on retrouve finalement des assignations genrées qui n'existaient pas avant. Donc ça, il y a des choses maintenant qui ont été, ça a été, voilà, maintenant c'est connu, donc il y a des mécanismes qui ont été pris en compte pour que, par exemple, dans Google Translate, ils puissent proposer les deux possibilités, ou en tout cas, ou prennent en compte le contexte pour pouvoir après proposer une meilleure traduction. Sur tout ce qui est génération d'images aussi, il y a eu pas mal d'exemples aussi qui sont sortis et sont amenés à être corrigés, mais des générations d'images qui étaient, si on demande à une IA de générer une image de footballeur, ce sera globalement, ce sera forcément des hommes. Et si on ne précise pas, et inversement, si on demande une image
je sais pas, assistante maternelle, ce sera plutôt une femme. Et donc, ça, c'est parce que justement, l'IA fait des choix et prend en compte également, enfin, refait une assignation du genre. Ça vient tout simplement du fait de l'entraînement et aussi le fait que finalement, une IA, c'est tout un tas d'algorithmes et de statistiques. Et en fait, l'IA va choisir le choix qui est statistiquement le plus représenté par rapport à ce qu'il a appris. Et si on le nourrit statistiquement avec des données qui sont très biaisées, c'est ce qu'on va retrouver en sortie. Et on arrive à même un système aussi au niveau des assistants IA, quelque chose qui est encore un petit peu plus, enfin du coup, qui revient dans la société, puisqu'il y a une étude qui a été faite par une université aux États-Unis. Je ne sais plus laquelle, mais je pourrais vous retrouver ça exactement, qui a étudié l'influence des assistants IA, donc Siri, donc les différents assistants virtuels à qui on demande des choses, qui ont déjà très souvent des noms de femmes, qui ont enfin quasiment tout le temps des voix de femmes aussi. Et donc en fait, il y a l'étude a montré qu'il y avait de nouveau en particulier chez les jeunes, de nouveau un automatisme qui se créait d'association entre femmes et assistants, ou assistantes en l'occurrence. Et que donc chez les jeunes qui grandissaient avec ça, se trouvaient de nouveau en fait associaient et voilà, faisaient cette association et on retrouvait plus souvent des injonctions. Donc du coup, ils prenaient l'habitude de donner des ordres quand ils entendaient des voix de femmes et donc ils retrouvaient ça dans les comportements après dans la société. Aussi, un des biais qu'ils ont constaté, c'est quand les personnes donnent comment dire, prononcent des phrases qui sont sexistes ou un peu agressives envers ces IA, envers ces assistants IA. Les IA ne corrigent pas non plus. Donc, en fait, les personnes qui utilisent prennent l'habitude de parler mal, de parler de façon parfois sexiste ou violente à des voix de femmes. Et finalement, on retrouve une augmentation de ces comportements après au quotidien. Donc, il y a vraiment quelque chose à prendre en compte et à corriger, en tout cas, de ce point de vue-là. Et donc, du coup, au niveau voilà, pour détecter, corriger les biais, j'ai mis un certain nombre de choses qui sont possibles ici. Je ne vais pas forcément tous les lister, mais le principal, c'est vraiment l'audit des données, donc les données qu'on donne en entrée, qui doivent être vraiment. Il faut vraiment avoir une attention très forte à ce qu'on met en entrée des IA. Et pour ça, comment dire, il faut vraiment que dans les équipes d'IA, on ait des personnes qui ont conscience de ça et qui vont prendre soin d'aller vérifier justement une vraie mixité dans les données, que les données sont représentatives des différentes populations qui seront utilisatrices de cet algorithme. Donc après, il y a des mécanismes de détection des biais aussi. Donc, on va vérifier que quand on utilise l'algorithme, quand on regarde les métriques, donc les taux de faux positifs, faux négatifs, etc., qui permettent d'évaluer la performance de son algorithme, au lieu de tester de façon générale, on va le tester sur chaque segment, sur différentes populations pour vérifier qu'il est performant, peu importe le type de personnes qui vont utiliser, et aussi l'utiliser sur des cas qui sont minoritaires, peut-être sur des dialectes qui sont peu utilisés, sur des accents, des choses comme ça, et s'assurer que ça fonctionne bien pour tous les groupes, pour toutes les populations. Un point intéressant, c'est les model cards. C'est justement une sorte de fiche d'état civil du modèle de l'algorithme. C'est quelque chose qui a été mis en place et défini par une chercheuse, par Margaret Mitchell, qui donc a travaillé là-dessus. C'est quelque chose qui est utilisé maintenant aussi pour pouvoir avoir les informations justement sur quoi l'algorithme a été entraîné, quel type de données, quel type de biais peuvent être présents, et ça donne des informations sur comment on peut l'utiliser.
Et surtout, ce qui est important, donc, c'est d'avoir des équipes diverses, parce que du coup, on va pouvoir penser à des cas d'usage qui ne sont pas dans la majorité, et également des comités d'éthique qui vont justement pouvoir recommander ces bonnes pratiques pour la construction d'une IA qui sera éthique, qui sera adaptée à tous et à toutes. Et donc, c'est pour ça que chez Women in AI, on agit là-dessus. C'est vraiment le cœur de la mission. Et on veut donc du coup avoir plus de femmes qui travaillent dans l'IA, plus de femmes utilisatrices de l'IA. Et c'est vraiment la raison d'être de l'association. L'idée, c'est aussi d'avoir plus de femmes qui sont visibles sur ces sujets-là, donc qu'on les voit aussi dans les conférences et qu'elles soient aussi représentées parmi celles qui sont crédibles sur le sujet et qu'elles aient aussi une vraie visibilité. Aujourd'hui, c'est une association donc, qui est internationale. On est présent dans plus de 150 pays. Il y a plus de 16 000 membres. On est plus de 2000 en France actuellement. Et d'ailleurs, c'est une association française. Elle a été fondée en France en 2016. Et elle s'est développée très vite à l'étranger, ce qui fait qu'elle était finalement très peu active en France jusqu'à il y a jusqu'à il y a 2 ans. On a relancé les activités en France il y a 2 ans. C'est en train de monter un petit peu en puissance, mais donc voilà concernant l'association. Et donc on agit principalement sur 4 sujets sur le mentoring. Donc, on a un programme de mentorat qui tourne 1 à 2 fois par an. On a 1 à 2 cohortes par an. Et donc, pour toutes celles qui souhaitent se former à l'IA ou qui sont dans le secteur et qui veulent continuer à évoluer. Donc, ça peut être sur des sujets techniques ou des sujets personnels, en fait, ou de développement de carrière. On veut vraiment aider voilà, les femmes qui sont dans le domaine à se sentir bien et à bien vivre leur vie, soit monter en compétence sur l'IA, soit progresser dans leur carrière, ou trouver un bon équilibre de vie justement entre les deux. Euh, on a des événements réguliers, donc les White Talk, qui sont plus des événements où on met en avant des rôles modèles sur différents sujets. Que ce soit pareil, des sujets techniques sur des sujets éthiques. Il y en a un prochainement qui est plus orienté éthique, lundi prochain, justement. Et puis, le troisième pilier, c'est la partie éducation. C'est celui dont je m'occupe, moi, particulièrement. L'idée, c'est d'encourager les femmes à se former à l'IA et à toutes les étapes de la vie, en fait. Il y a la partie formation initiale, mais en fait, on insiste beaucoup sur la reconversion aussi, puisque on peut se former vraiment à n'importe quel âge à l'IA. Et surtout, on n'a pas besoin de devenir vraiment développeuse. En fait, on peut, bien sûr, on peut soit se former en voulant coder, développer, être actif dans la création et le développement des algorithmes, mais aussi on a besoin de beaucoup de personnes dans les équipes IA. On a besoin d'expertes métiers aussi, d'experts et d'expertes métiers, mais qui vont avoir cette connaissance, quand même, cette culture de l'intelligence artificielle, qui vont savoir euh, comment ça fonctionne, justement, comment on entraîne à l'algorithme, qui vont comprendre le vocabulaire. Il y a aussi un peu de vocabulaire entre les LLM, le NLP, enfin, il y a pas mal d'abréviations, donc il faut savoir aussi avoir un peu ce vocabulaire, cette culture pour interagir avec les gens qui vont développer. Et il faut aussi voilà, comprendre le fonctionnement d'une IA pour pouvoir savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire avec, à quoi ça s'applique, dans quel cas est-ce que c'est pas pertinent. Et donc, on a besoin d'avoir voilà, des personnes qui sont formées, qui connaissent les métiers, mais qui sont formées à cette culture IA, qui vont pouvoir faire partie d'équipes de développement. Et donc, on travaille là-dessus, sur la partie éducation, via des webinaires de sensibilisation et des partenariats avec des organismes de formation. Donc, comme on discute avec Data Scientist, avec Simplon, on a fait des événements avec AWS qui ont expliqué comment on pouvait utiliser justement les systèmes d'Amazon Web Services pour le développement d'IA, etc.
et qui ont aussi des cursus de formation à leurs outils. Et enfin, la dernière partie, c'est le dernier pilier, c'est la partie la communauté, tout le réseau de Women in AI, donc avec une communauté sur Discord lors des événements, des partages d'offres d'emploi, des news sur l'IA, etc. Donc voilà, les grands domaines d'action de l'association. Et, euh, et donc voilà, bon, le focus sur l'éducation, j'en ai parlé un petit peu. Effectivement, c'est à la fois une opportunité parce qu'il y a des postes à pourvoir, il y a une vraie pénurie de talent en ce moment. Et c'est quelque chose d'essentiel aussi, puisqu'on a vraiment besoin de cette diversité dans les équipes qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Donc voilà un petit peu les sujets dont je souhaitais vous parler aujourd'hui par rapport à l'intelligence artificielle et un peu l'importance de la représentation des femmes et de l'ensemble de toutes les diversités qu'on peut trouver, en tout cas dans les équipes IA, dans l'utilisation de l'IA, parce que c'est une véritable opportunité ce qui va changer beaucoup de choses effectivement dans la façon de travailler. On va le voir d'ailleurs Ricardo va expliquer un peu plus comment ça peut être un véritable outil pour la gestion de projet, mais pour beaucoup de choses dans le quotidien aussi. C'est un outil qui peut vraiment permettre de gagner du temps et de se développer. Donc, c'est important de pouvoir aussi se familiariser avec ça, se former pour pouvoir l'utiliser. Je vais m'arrêter là et puis laisser la main à Ricardo pour parler justement de comment l'IA peut être utilisée pour quand on est chef de projet. Très bien, merci beaucoup, Je vais Elisabeth. arrêter de Je suis partager surpris. l'écran. Merci. Je n'ai pas besoin d'écran. Je Voilà. simplement voudrais partager mon expérience. Tout d'abord, merci, Elisabeth. C'est très intéressant. Je suis assez surpris de voir comment l'intelligence, tous les outils des IA sont si biaisés que Mm. le reste de notre monde, c'est un peu surprenant parce que c'est un constat quand même que je ne m'attendais pas et j'ai découvert en échangeant avec toi pour venir à partager mon expérience. Je ne souhaite absolument pas me positionner comme un expert IA, je suis un vulgaire et mortel chef de projet qui va partager ses expériences où je m'en sers de l'IA pour avoir un peu plus de chances de réussir mes projets. Donc, tout d'abord, c'est intéressant de faire un peu d'histoire. L'IA a devenu populaire, accessible à tout le monde dès qu'on a commencé à chatter avec elle, à interagir de façon facile avec eux. Mais l'intelligence artificielle en soi est là depuis très longtemps. Euh, on nous a aidé à faire des prédictions de tendances. Il y avait des approximations mathématiques et l'IA donnait une couche supplémentaire à toutes ces approches mathématiques qu'on avait déjà dans la science. En revanche, en puissions interagir avec des chats avec eux, avec l'intelligence artificielle, on peut concentrer, on peut entraîner, si c'est le mot exact, entraîner des intelligences artificielles à exceller sur des activités particulières. Donc, j'ai eu la chance d'être président de PMI France, là où j'ai eu l'énorme fortune de travailler avec Oriana et de pouvoir épauler cette initiative Women by PMI. Et là, PMI, le Product Management Institute, met à disposition, avec une histoire très intéressante que je vais partager dans 2 minutes, un outil qui s'appelle PMI Infinity. PMI Infinity n'est pas que autre chose qu'une intelligence artificielle qui a été entraînée avec toutes les global standards, c'est toutes les best practices, les bonnes pratiques en gestion de projets, programmes, portfolio. Et donc, c'est exactement ce que j'utilise pour cadrer mes projets. Je me positionne en tant qu'un chef de projet. Par exemple, en ce moment, je suis en train de gérer un projet
pour un déploiement mondial d'un logiciel, 120 pays dans le monde, et c'est un type de logiciel que je ne connais pas. Donc, comment faire pour un chef de projet qui ne connaît pas exactement la solution qu'on va livrer, comment nous pouvons avoir plus de chances de les structurer correctement et avoir plus de chances d'atterrir les projets proprement à la fin du cycle. Donc, là, c'est exactement là où j'utilise les Infinity, en effet. Je vais me précipiter à partager avec vous sur le chat les liens pour que vous puissiez jouer un peu avec l'outil. C'est un outil complètement gratuit pour les adhérents des PMI. Et donc, je vous invite à joindre la communauté. C'est très intéressant, c'est très intuitif. Et c'est basiquement la même chose que ChatGPT, mais entraîné avec tous les standards PMI. Donc, imaginons, qu'est-ce que je fais? Je voudrais partager cette expérience en particulier. C'est qu'est-ce qu'on fait quand, qu'est-ce que je fais quand je dois cadrer ces projets-là? J'avais des équipes multiculturelles, une partie en Espagne, une partie ici en France et une partie au Mexique. Et il fallait prendre en compte ces aspects, disons, de diversité culturelle aussi. Il y a des approches qui sont différentes pour chacun. Donc, on a fait des réunions, des ateliers avec chacun de ces les directeurs de chacun de ces, on les a fini par appeler streams, et disons, projets à l'intérieur du programme. Et je n'étais pas très content avec la proposition de chacun au moment de l'organisation. Chacun avait proposé une organisation générale de l'ensemble qui ne me convenait pas. Je pense qu'on n'avait pas vraiment de chance à réussir. Il y avait trop de spécificités de chacun de ces groupes mis en exergue sur le tout. Donc, je me suis servi de ChatGPT pour poser des questions qui vont bien au-delà de qu'est-ce que dit les PMBOK sur, je ne sais pas, comment gérer des risques. Ce n'était pas que le contenu de les standards, c'était aussi d'écrire un contexte et demander 3 scénarios sur comment je peux structurer le projet. Donc, Infinity n'était pas seulement un conseiller sur la méthode à utiliser sur le projet en particulier, sinon c'était une force de proposition quelque part, si je posais la question correctement, sur comment structurer les projets. Ça a été très puissant. Ça m'a donné énormément des éléments. J'ai fait, par exemple, quand j'ai pris les projets, et on n'avait pas de nom dans les projets et les objectifs étaient un peu fous. Je ne sais pas si ça vous parle au chef de projet que nous avons dans la salle, mais normalement, on va recevoir un bébé et on ne sait pas très bien à quoi va servir. Donc, une bonne partie de notre travail, c'est justement d'expliciter, si ces mots existent en français, de rendre explicite l'objectif de projet, quels sont tous les mots me viennent en anglais en ce moment, les outcomes, quels sont les objectifs clés des projets et quels sont les livrables qui vont vraiment ajouter de la valeur, où se trouve la valeur dans chaque projet. Et ce que j'ai découvert chez Infinity, c'est un véritable conseiller de qualité, pas que pour donner des exemples de méthodes, sinon pour décrire une situation. Je veux un exemple. Donc, je décris, j'ai une équipe en Espagne, en France et en Mexique, les spécificités de chacun de ces équipes et quelle est l'attente à la fin du projet. Et donc, Infinity me propose, je demande 3 scénarios, Infinity répond à ma question, en me proposant 3 scénarios, aucun de ces 3 scénarios me conviennent, mais sont complètement complémentaires à ce que les directeurs de chacun de ces unités m'ont proposé. Donc, moi, un être humain, avec une histoire, avec une vie, et j'ai pris des éléments qui m'ont donné des personnes et Infinity, et j'ai constitué la base d'un projet qui marche assez bien aujourd'hui. Donc, ce que je souhaite partager aujourd'hui, c'est plutôt
de façon générale, les intelligences artificielles, parce que je les vois aussi chez ChatGPT ou des autres intelligences que je peux utiliser, mais c'est très puissant de ne pas se centrer que dans les aspects, disons, méthodologiques de notre question. Je ne pose pas que des questions méthodologiques, je pose aussi des questions d'organisation, des éléments, par exemple, la gestion des risques. Comment je peux faire en sorte que je vais être en mesure de cueillir tous les risques qui peuvent être identifiés par toutes les équipes dans le monde et les intégrer d'une façon correcte, avec une sorte d'équalisation des impacts et probabilités qui peuvent être qualifiés par l'équipe qui l'a identifié. Ça a été une véritable pépite parce que c'est quelque chose qu'avant, je ne faisais absolument pas. Et je m'en servais, comment dire, il y a une anecdote par rapport à PMI Infinity que j'ai loupé et que je voudrais quand même revenir à la partager. Ça me paraît intéressant parce que ça va à contresens de ce que Elisabeth vient d'expliquer, où les intelligences artificielles sont biaisées vers les masculins. Et je voudrais parler de la product owner d'Infinity, s'appelle Claudia Alcegay, je vais le dire Alcelay. Elle était un bénévole de PMI à Madrid, si je ne me trompe pas, et elle a rejoint les équipes PMI. Et un jour, on était en train de sortir de Covid, je me rappelle, et Claudia, le PMI fait un appel aux sachants de l'IA pour mettre en place un produit en interne. Et pour l'ambition que ce produit puisse servir pour tous les adhérents et pour toute la communauté des chefs de projet. Et Claudia prend les flambeaux et il se met à travailler et à constituer ce qu'aujourd'hui on connaît par PMI Infinity. Je trouve intéressant que d'abord, c'est une femme. Deuxième point, ce n'est pas un Américain, c'est quelqu'un d'Europe. Et qu'il a été sorti, ça a été un véritable succès parce qu'il a été sorti à toute vitesse. Et ils ont fait des cycles d'amélioration qui sont très tangibles. Je trouve, alors, je ne sais pas pour faire un compliment ou pour aller dans l'essence de cette webinaire, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une touche féminin dans Infinity grâce à Claudia et à l'équipe qui est derrière. Ce n'est pas anodin. Je voulais le partager, ça me paraît intéressant. Je voudrais savoir si il y a des questions. Je ne voudrais pas faire un monologue ici. Je voudrais savoir s'il y a des questions dans le chat ou si Elisabeth, tu rejoins ce que je peux partager jusqu'à présent. Oui, moi je trouve... Pardon, juste pour répondre à la question, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de questions. On a eu on a eu deux remarques. La première remarque concernait un peu par rapport à ce que tu disais de l'utilisation de chat de l'IA par les personnes. Tu disais, Elisabeth, que c'était plus des hommes et moins des femmes. Donc, il y avait une remarque sur éventuellement la conscience écologique. Puisque c'est vrai qu'on parle un petit peu en disant que utiliser l'IA, ça consomme un petit peu. Et la deuxième remarque était également par rapport, quand tu as parlé des biais, de dire que à un moment, dans les essais cliniques, il y avait également des groupes qui étaient exclus, et notamment les femmes qui étaient exclues de certains essais cliniques et ça pouvait également biaiser les résultats des essais cliniques. Donc voilà, c'était plutôt deux remarques, mais si vous voulez réagir par rapport aux remarques, n'hésitez pas. Oui. Moi, j'avais un commentaire. Enfin, je vois qu'il y a une question qui arrive aussi, mais bon, peut-être juste un commentaire. Je trouve qu'effectivement, l'IA ne fait pas tout. Enfin, j'ai trouvé assez intéressant la remarque que tu as faite en disant que en fait, tu utilises l'IA comme une entrée
une donnée complémentaire pour après que ce soit finalement quand même l'humain à la fin qui prend la décision et qui construit. Et effectivement, c'est souvent ça. C'est pas l'IA qui fait tout par magie tout seul, en fait. On a toujours besoin de l'humain en bout de chaîne pour vérifier, pour réagréger l'ensemble des informations. Mais du coup, je vais te laisser répondre à la question qui arrivait dans le Ouais, chat aussi. avec plaisir. En effet, Elisabeth, je trouve très intéressant ça parce que moi, je pense que les noms d'intelligence artificielle, c'est mauvais. Ça ne décrit pas exactement ce qu'on fait avec. Je pense que c'est une intelligence augmentée. Ça me paraît plus pertinent. Et pas que pour Infinity, hein, je parle de façon générale pour toutes les intelligences artificielles. Je pense que aujourd'hui, de la même façon qu'il y a 20 ans, 30 ans, on ne pouvait pas échapper à travailler dans les milieux IT, IS, même si on travaille dans l'industrie, si on fait des avions ou si on travaille dans la banque, on est dans les IT. On est dans la data, on doit gérer des systèmes, on doit au moins interagir très fortement avec des systèmes. Aujourd'hui, c'est un peu un bascule similaire. Moi, je viens de l'industrie, je ne fais pas l'IA, mais je m'en sers. De la même façon que je peux m'en servir d'Excel, par exemple. Et ce n'est pas Excel, même si Excel me donne des calculs, ce n'est pas Excel qui va à prendre des décisions. Une décision, c'est une action humaine. Donc, on pourra, je pense, on ne va jamais déléguer dans l'IA une décision. Et là, je reprends avec la question que Nicolas nous pose sur comment j'utilise, non pas, c'est pas ça Nicolas, ça va vite, hein, pardon, c'est Akeres qui pose la question comment la IA peut faciliter la gestion des risques. Alors, ce que j'ai fait, j'avais un problème. La gestion des risques. Si on va à la Formule 1 de la gestion des risques, on doit avoir une sorte de méthode telle que le nom de cette casino qui m'échappe maintenant, c'est Monte Carlo. La méthode Monte Carlo, on met des probabilités, on fait des distributions normales de Gauss, on va traiter la donnée, mais il faut de la donnée pour la traiter et pour établir la probabilité et l'impact de chacun des éléments qu'on a identifiés. Et là, on est pile poil ce que fait la banque au moment de faire la gestion de l'assignation d'un prêt ou les assureurs pour positionner les prix d'une assurance. Ils font des tas d'analyses statistiques. C'est ça qui fait la véritable gestion des risques, où on fait des calculs, il y a des calculs. Moi, j'ai quasiment 25 ans d'expérience dans l'industrie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en France. J'ai mis probabilité 1, 2, 3, 4, 5, impact 1, 2, 3, 4, 5, et c'est complètement à l'œil. Il n'y a pas un élément de calcul derrière. Donc, c'est plutôt un élément de communication et de mise en relation un risque par rapport aux autres. Et donc, escale est complètement relative aux mêmes risques qui sont autour des risques que nous sommes en train d'évaluer. Là où l'IA m'a donné d'excellents résultats, c'est tout d'abord, j'utilise un canal pour parler d'un projet en particulier. Donc, à ce canal-là, je pose des questions, j'enrichis tout le temps, même je vais charger aussi les comptes rendus de chacune des réunions importantes pour améliorer la connaissance de l'IA sur comment le projet est en train d'évoluer. Et donc, si il y a un projet, il y a un risque qui a été identifié, je ne sais pas, l'arrivée d'un serveur en Amérique du Sud, qui est un truc particulier. Et sur les comptes rendus, je parle de ce serveur en particulier, l'IA peut me proposer d'améliorer, de mettre à jour la probabilité ou l'impact de ce risque en particulier. Et donc, il y a une sorte de lien entre toute l'information que nous sommes en train de donner à l'IA et c'est pas une mise à jour, mais j'aurais peut-être pas pensé à mettre à jour ces risques-là en particulier si l'IA ne me le proposait pas. Et c'est très pertinent parce que certes, une personne peut avoir une profondeur de pensée qui est différente à l'IA, mais l'IA a une largeur qui est
qui est énorme. Il peut processer une quantité d'informations qui est hallucinante. Donc, s'en servir de ça, c'est très pragmatique à un moment d'être exhaustif dans les analyses. Il y avait Alors, une autre effectivement, par question. rapport à ce que tu dis, il y a le problème de la confidentialité là, qui est apparu là, dans trois questions hein, qui reprennent un petit peu ce sujet. Donc là, tu dis que tu donnes des informations à l'IA, notamment là, les comptes rendus. Euh, quid de la confidentialité? Non, c'est très important ce point, parce que très vite les entreprises se sont rendues compte qu'on ne peut pas mettre des informations confidentielles chez ChatGPT. Donc, à chacun de mes clients ont un ChatGPT dédié. Et donc, je travaille avec ces informations vont atterrir chez les intelligence artificielle de chacun de mes clients pour justement éviter des fuites. Il y a des clients qui même ne permettent pas, par exemple, si je travaille sur un projet IT et l'intelligence artificielle ne va pas aller pomper des informations que les équipes finance ou les équipes RH peuvent être en train d'ajouter à la même intelligence artificielle. Chacune de ces canaux de communication sont des canaux de silos. Il n'y a pas de communication entre eux. Et c'est très important. Et par rapport à l'utilisation de PMI Infinity, ça se passe comment? Alors, je ne mets pas des... Ouais, c'est très bien. J'aurais dû faire le distinguo. Donc, d'une part, tout d'abord, c'est très important, les cadrages projets, je le fais à l'aide d'Infinity. Seulement la partie cadrage. Et la partie, la vie courante des projets, une fois que le projet a trouvé un système organisationnel où c'est stable et ça roule, je ne touche plus Infinity. Je ne vais pas chercher à modifier cette structure. C'est déjà posé. Donc, c'est les RAN, c'est les quotidiens que je fais chez l'intelligence artificielle de mon client. Alors, il y avait, je pense, une autre. Nicolas disait, bonjour. Est-ce que cela influence l'apprentissage à l'IA? Si je comprends correctement la question, ça veut dire si l'IA va auto-apprendre des choses et donc avoir une sorte de boucle infernale entre ce que l'IA dit et ce que l'IA peut répondre un peu plus tard à des questions similaires. Je pense que c'est un peu ça, Nicolas, à ce que vous dites ici. Dire bonjour à une IA avant de lui poser une question, est-ce que c'est l'influence, l'apprentissage de l'IA? C'est peut-être un peu prétentieux, je pense que ça ne change rien. Oui, enfin, effectivement, je pense que ça ne change rien de dire bonjour ou pas. En fait, après, ça ne rendra pas l'IA plus polie aussi, par exemple, ou pas, parce qu'en fait, la façon, le ton dont l'IA répond, c'est assez codé en général dans la façon dont on construit l'IA. On lui recommande un ton, un usage, une façon de répondre aux personnes. On lui demande justement d'être poli, de vous voyer ou pas, de choses comme ça. Donc, je pense que ça ne change rien, effectivement. Ok. Annick dit que l'utilisation de l'IA c'est interdite dans son entreprise. J'imagine que c'est des IA externes à l'écosystème de l'entreprise en soi. J'imagine. Il y a Emma qui demande qu'entendez-vous par cadrage projet? Cadrage projet. Alors, c'est une question de base. Ça fait partie de l'ABC. Alors, qu'est-ce que c'est le cadrage? Le cadrage, c'est tout d'abord, quand je reçois un bébé, un nouveau projet, que personne ne sait très bien à quoi va servir, il faut le poser, il faut le rendre explicite. Aristote disait qu'écrire, c'est un exercice de précision. Donc, écrire, c'est pour ça qu'existe le Project Charter, écrire un Project Charter aide à tout le monde à comprendre de quoi nous parlons. Donc, la première chose pour cadrer un projet, c'est
les project charters. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous allons faire? Dans quel temps? Qui fait quoi? Combien ça va coûter? C'est la base de la base. J'ajouterai à ça, ce qui, à mon avis, est très important, et c'est là où je me suis servi pour ce projet-là en particulier que j'ai partagé il y a quelques minutes, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est comment les décisions vont être prises dans les projets. À quel moment je vais escalader ou à quel moment je peux décider moi-même en tant que chef de projet. Et donc, établir, je fais comme une sorte d'oignon, il y a des couches décisionnelles. Et donc, là, Infinity m'a aidé à établir des couches et des limites des projets, des couches et des limites de responsabilité, et avant de passer à la couche suivante. Et ça m'a aidé. Donc, Emma, c'est ça pour moi, le cadrage projet. Alors, il y a une demande de démonstration. Là, je crois qu'on n'avait pas prévu de démonstration aujourd'hui. On verra éventuellement pour une prochaine conférence pour un peu creuser le sujet voilà, si c'est possible. Oui, la raison pour laquelle je n'ai pas préparé une démonstration, c'est justement la confidentialité. Et je fais moins de 2% de mon année de conférences. Donc, 98% de mon temps, je travaille dans des cas réels pour mes clients. Donc, je n'ai que des cas réels. Et je ne peux pas les partager. J'aurais dû préparer quelque chose d'artificiel. Et je pense qu'on perd l'essence. Donc, je préfère vous le partager à l'oral. J'espère que ça a été plus ou moins clair. Après, on a une question sur... il existe différents modèles des intelligences artificielles, donc ChatGPT, donc là il y a des exemples, ChatGPT, Mistral, etc. Et est-ce que tu connais les différences entre elles et laquelle tu préfères, ou est-ce que c'est adapté en fonction des cas, tu utilises celle-ci ou celle-ci? Je n'ai pas compris la question, tu peux la répéter s'il te plaît? Donc, il y a différents modèles d'intelligence artificielle, comme ChatGPT ou Mistral AI. Est-ce qu'il y a des différences entre elles et laquelle tu préfères? Alors, là, je suis un peu contraint à utiliser l'intelligence artificielle de mon client. Je me permets seulement de sortir de l'environnement de mon client, seulement pour Infinity, car Infinity a été entraîné avec tous les standards PMI et aucune autre là. Donc, j'utilise pour la vie courante d'un projet l'IA de mon client. Et là, je n'ai pas trop le choix. Sinon, je peux peut-être ajouter quelque chose. Les différences principalement, alors il n'y a pas d'énormes différences pour celles qui sont citées. Enfin, Mistral, sont des IA génératives toutes, principalement de texte, mais aussi d'images. Alors, Claude, c'est plutôt sur la génération de texte. ChatGPT, c'était aussi du texte, mais maintenant ils ont intégré DALL-E qui fait aussi de la génération d'images. Mistral, c'est donc le chat où c'est principalement de la génération de texte aussi. Je sais que je crois qu'une des différences, c'est par exemple celle de Google qui s'appelle Gemini Gemini. maintenant, qui est par contre multimodal, c'est-à-dire que dès le début, eux, ils ont intégré, en fait, il peut utiliser des sources, enfin, dès le départ, ils pouvaient intégrer différentes sources de contenu, donc à la fois des entrées de texte, d'images, d'audio, je crois aussi. Donc, c'était un petit peu plus... C'était les premiers à avoir ce type de solution. Maintenant, dans ChatGPT, on retrouve aussi différents types de contenus. Après, ce qui change, c'est aussi des fois les données sur lesquelles ils ont été entraînés. Après, maintenant, on est sur des volumes de données qui sont tellement énormes que je pense globalement, c'est à peu près équivalent entre les différentes IA qui existent là. Donc, c'est assez comparable. Après, Mistral, le chat, c'est français. Donc, c'est aussi un intérêt en termes de où les données sont stockées par la suite. Donc,
Anne-Sophie Lovelo dit que le RACI peut être défini aussi, l'IA peut aider. Le RACI, c'est un sujet très sensible parce que c'est la délimitation de responsabilité de chaque équipe. Donc, là où nous sommes attendus, chaque équipe est attendue. Donc, encore une fois, et il y avait quelqu'un qui le disait sur le chat aussi, l'IA ne décide rien. L'IA donne des idées et nous aide à ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Donc oui, si je pose la question de quel sera le ratio le plus équilibré sur mon projet, l'IA va répondre parce que l'IA est fait pour donner une réponse, mais cette réponse, c'est la décision finale et ultime, c'est au projet et aux sponsors de la prendre. On a une question sur savoir si tu saurais quantifier le gain de productivité grâce à l'utilisation de l'IA dans tes projets. Si la question est pour moi, j'imagine. Oh, Elisabeth, je ne sais pas si tu souhaites. Oui, bah, enfin, je pense que tu pourras peut-être dire, enfin, en fait, moi, alors je sais pas si on peut quantifier en chiffres, de façon chiffrée, ce qu'on gagne, mais peut-être sur les phases de gestion de projet, sur quoi est-ce que sur quelles étapes peut-être ça te fait le plus gagner? Parce que je sais que j'avais vu des informations que j'avais, c'est là où ça aide beaucoup, c'est sur les phases en fait où on a peut-être moins de valeur. Enfin, déjà, tout ce qui est reporting aussi. Alors que tu parlais du cadrage du projet, je pense que là, l'humain a beaucoup de valeur, mais ça permet peut-être d'aider à structurer et d'avancer dans sa réflexion. Mais je pense qu'au quotidien de la gestion de projet, ça doit beaucoup aider sur tout ce qui est notes de réunion, parce qu'il y a beaucoup d'automatisation de la génération des notes de réunion, de la création des points d'action, de suivi des points d'action, du reporting, donc ce sont beaucoup de choses que là, l'IA peut faire de façon relativement, enfin très performante et qui sont assez consommatrices de temps, qui permettent du coup de gagner du temps. Je ne sais pas s'il y a des moments de gestion de projet, en fait, des tâches qui sont particulièrement pertinentes dans ton expérience, Ricardo. Je suis complètement d'accord. Tout ce qui peut être automatisable, l'IA l'automatise d'une façon très efficiente. Donc, ça simplifie le traitement des données. Et surtout, il faut faire la différence entre données et information. C'est ça qui fait la beauté chez l'IA, c'est qu'il traite aussi l'information. Si on dit que dans la pièce, il fait 17 degrés, ça, c'est une donnée. Mais je peux considérer qu'il fait froid dans la pièce. Et ça, c'est une information. Et donc, s'il y a 10 personnes dans la pièce, il y a quelqu'un qui dit qu'il fait froid, qu'il fait chaud, qu'ils sont bien, donc on traite différemment la donnée température et l'information. Et donc, ce qui me paraît super intéressant dans l'IA, c'est qu'il peut traiter une très grande quantité d'informations qui sert au chef de projet à ne pas se planter. Sur les gains de temps ou de productivité, c'est super. Je ne me suis même pas planté l'idée de la calculer. Moi, en tant que chef de projet, au-delà de l'aspect reporting qu'Elisabeth évoquait, c'est de ne pas me planter sur un élément qui vient gouverner et prévoir. Donc, en tant que chef de projet, je dois être en amont, je dois me projeter à ce qui va se passer dans mon projet pour éviter tout problème. Et donc, l'IA m'aide avec toutes les informations que je peux l'injecter à traiter toute cette information. Il faut, c'est un peu comme une personne, non? Il faut savoir poser la question. Alors, également une petite question, savoir si tu as, par rapport à Copilot dans la suite Microsoft, est-ce que tu as une expérience ou un avis? Je n'ai pas eu l'opportunité d'utiliser Copilot, non. Seulement une des premières versions pour prendre des notes de réunion, et ça fonctionnait moyennement. Je pense que les notes étaient moyennes. C'était beaucoup plus intéressant les actions à prendre à la fin. Ça, c'était un peu plus exact. Mais ça date un peu, je pense qu'il y a eu des améliorations entre-temps. Elisabeth, tu as eu des...
J'ai... Non, j'ai pas testé Copilot non plus, donc j'ai pas tellement de feedback à faire là-dessus, je suis désolée. Non. Est-ce que dans PMI Infinity, il y a la notion d'agent, enfin d'automatisation de tâches, en fait, pour, je sais pas, envoyer des rappels automatiquement sur les actions, est-ce qu'il y a des automatisations qui sont intégrées ou pas encore dans la version actuelle? S'il existe, je ne l'ai pas utilisé parce Ok. que, encore une fois, je me concentre sur Infinity au début d'un projet. Disons, Ouais. l'aspect de detail design, c'est qu'on est en train de poser le décor, pas le quotidien. Effectivement. Écoutez, je pense que je vous remercie tous les deux vraiment pour avoir partagé votre expérience et votre expertise avec nous. Et puis, voilà, je vous souhaite à tous un très bel après-midi. Et puis à bientôt parce que je pense on reparlera de ce sujet. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Oriana, merci Elisabeth et merci à tous. Merci à Excellent tous. après-midi. Merci. Merci.